Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous avons tracé un programme pour les activités scientifiques et pour les étudiants et pour les enseignants pour cette année universitaire 2024-2025. Donc, aujourd'hui, le 1er octobre, on va commencer avec les étudiants de Master 2. Donc, c'est une nécessité pour justement le démarrage de la conception de leur mémoire de master. Alors, pour cette journée, bien pour cette demi-journée, on va 1 heure de temps d'intervention de M. Dafo. Il va vous présenter une intervention intitulée Concevoir un mémoire de master 2. Et dans un deuxième temps, on va vous distribuer la fiche d'identification de thème et on va entrer en débat. Ça veut dire que chaque étudiant va mentionner son thème et vous allez poser des questions à M. Dafo et à l'ensemble des enseignants. À vous, monsieur. Bien, je vous remercie, madame la chef de département. Donc, on vient de préciser, madame la première responsable du département, notre activité, en fait, s'inscrit dans le cadre des activités pédagogiques et scientifiques du département au titre de l'année universitaire 2024-2025. Et ce qui nous intéresse en particulier, c'est de vous donner un certain nombre d'orientations méthodologiques pour vous aider tout simplement à concevoir et à réaliser votre mémoire. Mais auparavant, s'il vous plaît, j'aimerais vous donner un premier aperçu sur ce qu'on appelle les compétences attendues dans la formation à la recherche par la recherche. C'est ce que nous avons ici au niveau de notre diaporama. Donc, ce que vous devez constater, c'est qu'au départ, nous avons 4 compétences qui sont relatives à la dimension scientifique, ont été relevées dans le discours du directeur de mémoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez concevoir, réaliser votre mémoire, vous devez tenir compte de 4 compétences fondamentales. Bien, la première de ces compétences, c'est ce qu'on appelle la compétence de recherche bibliographique. Parce que tout simplement, vous devez passer par une recherche de documentation. Donc, cette compétence, elle renvoie à la constitution de la bibliographie par l'étudiant et à son appropriation. Le plus grand problème, ce n'est pas simplement d'être capable de collecter l'information, c'est par la suite être capable aussi, dans la mesure du possible, de la sélectionner, de la dépouiller et surtout de l'exploiter afin de pouvoir l'interpréter correctement. Dans un premier temps, vous devez avoir cette compétence de recherche documentaire. Ensuite, nous avons la compétence de recherche à proprement dit. Donc, elle fait référence à l'élaboration par l'étudiant de sa démarche de recherche. Et ce que vous constatez par rapport à ces différentes compétences, c'est qu'à chaque fois, j'insiste sur la part qui revient à l'étudiant. C'est à vous de faire ce travail. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, le directeur de mémoire, il est là pour vous aider. Mais le véritable travail, c'est à vous de le mener. C'est pour cela qu'on parle d'une élaboration. Et élaborer, c'est être capable de réfléchir correctement sur ce que vous allez faire. Bien, pour cette élaboration, en fait, dans un premier temps, vous le constatez, vous devez choisir votre sujet. Donc, un choix du sujet, et ce choix, il doit être réfléchi. Vous ne choisissez pas n'importe comment. Ensuite, ce qui nous intéresse aussi, pour qu'il y ait de la rigueur scientifique dans votre travail, il faut avoir une certaine démarche méthodologique, le recueil de données et enfin, l'analyse. Ensuite, nous avons une certaine compétence rédactionnelle et en vérité, c'est le travail le plus difficile. Pour quelle raison? Parce qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi, finalement, est-ce que vous êtes obligé ou contraint de rédiger un mémoire de master? Eh bien, parce que le mémoire, c'est le couronnement de votre cursus. C'est une preuve matérielle des compétences que vous avez acquises tout simplement sur le terrain. Donc, la compétence rédactionnelle, elle va porter sur la rédaction scientifique du mémoire. Et là, nous n'avons pas dit simplement la compétence de rédaction, nous avons dit une rédaction scientifique. Donc, il doit respecter un certain nombre de paramètres, un certain nombre de règles. Donc, du mémoire et ou de la thèse. Et bien entendu, la dernière compétence qu'on attend de vous, c'est l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie? C'est le fait, tout simplement, d'avoir une autodirection de l'étudiant dans sa recherche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle de recherche et d'encadrement, il y a une part qui revient de droit à l'encadreur, donc au directeur de mémoire, et une part qui revient tout simplement à l'étudiant. Et il s'agit de négocier correctement entre les deux. Donc, vous voyez, ça, c'était les premières compétences qui nous intéressent. Donc, maintenant, nous allons passer directement au mémoire lui-même.
Bien, je vous ai toujours expliqué que lorsque vous présentez un PowerPoint, l'intérêt c'est quoi? C'est d'éveiller la curiosité de votre public. Mais attention, certains spécialistes ils estiment que le PowerPoint, il pourrait tuer l'attention. Pour quelle raison? Parce que s'il devient autonome. C'est-à-dire que finalement, il ne s'agit pas simplement de présenter un cours de type magistral, mais il faut qu'il y ait un échange entre le conférencier et tout simplement son public. Bien, comme vous le voyez ici, nous avons commencé par un verbe d'action. Pour quelle raison? Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas le résultat. Si j'avais utilisé un substantif, si j'avais mis conception, vous savez que le substantif est le résultat de l'action. Mais ce qui nous intéresse, je vous l'ai dit, c'est le fait de mener l'action. Donc, concevoir sans mémoire de ma cerveau. Là, vous le constatez aussi que j'ai utilisé deux couleurs différentes. Pour quelle raison? Parce que j'ai la couleur pour le titre principal et ensuite pour mettre en évidence la valeur de l'adjectif possessif. Et il ne s'agit pas de concevoir un mémoire de master, il s'agit pour vous de concevoir votre mémoire. Tout à l'heure, nous avions parlé d'une appropriation. Pour quelle raison? Puisque qu'est-ce qui va faire la différence d'un mémoire à un autre? Vous savez que selon le respect de la rigueur scientifique, il doit y avoir de l'objectivité. Mais s'il n'y avait que de l'objectivité à 100%, comment est-ce que je pourrais faire la différence entre un premier mémoire et un second? Vous voyez, une appropriation, donc l'adjectif possessif, c'est votre mémoire. Et là, pour quelle raison nous avons un sous-titre? C'est en vue de vous donner un certain nombre d'orientations méthodologiques. L'intérêt d'utiliser le substantif orientation, orienter, c'est-à-dire en fait vous indiquer la direction que vous allez tout simplement suivre. Maintenant, si vous revenez à l'étymologie du terme méthodologie, vous savez que dans méthodologie, nous retrouvons une racine grecque ou latine qui signifie la voie, autrement dit le chemin, le cheminement que vous allez tout simplement suivre. Et là, je vais commencer par cette citation. Notre compréhension du monde, notre science et notre compréhension de nous-mêmes, c'est-à-dire notre psychologie, sont des conséquences de nos façons de créer et d'interpréter les textes écrits. J'en avais discuté la dernière fois avec les collègues au cours d'un CP organisé par le département. Si nous prenons le cas des étudiants de littérature et civilisation, 90% des mémoires, à chaque fois qu'ils choisissent pour vous de choisir le corpus, c'est toujours des romans. C'est-à-dire que finalement, votre option, votre spécialité, c'est littérature et civilisation. C'est-à-dire que finalement, pour le corpus, tout ce qui est civilisation, vous l'avez complètement écarté. Non, il ne s'agit pas uniquement de travailler à partir de romans. Vous pourriez essayer d'autres genres, tels que le théâtre, par exemple, tels que la poésie, tels que la bande dessinée. En termes de civilisation, vous pourriez, par exemple, vous intéresser au concept de confiance. Que signifie la confiance et quelles sont les manifestations de la confiance selon les aires culturelles d'une culture à l'autre? Vous voyez, vous pourriez par exemple vous intéresser de près aussi, j'allais dire, à la signification de l'amitié chez tel ou tel écrivain. Je parlais aussi non seulement des romans, mais il y a certaines bandes dessinées qui sont intéressantes. Et vous pourriez tout simplement, que ce soit pour les sciences du langage ou la littérature et civilisation, tout votre travail le commencer uniquement à partir d'une citation. C'est-à-dire que finalement, tout votre corpus, il peut se faire à partir d'une citation. Là, ça dépendra tout simplement de l'approche ou de la démarche méthodologique que vous allez adopter. Et là aussi, pour vous donner, j'allais dire, beaucoup plus de signification, j'ai utilisé également deux couleurs en particulier. Encore une fois, vous avez l'orangé pour le texte principal, et puis en blanc, vous le constatez, c'est une parenthèse. Bien, on pourrait se poser la question de savoir ce qu'est la valeur de la parenthèse. Vous savez généralement que lorsque vous mettez un segment entre parenthèses, cela signifie que c'est un renseignement, c'est une information, mais c'est facultatif, mais en même temps ça vous oriente. C'est une reformulation aussi, parce qu'attention, lorsque nous disons notre compréhension du monde, que signifie notre compréhension du monde? Eh bien, c'est ce qui correspond à notre science. On aurait pu mettre tout simplement la science, mais encore une fois, il faut s'approprier les connaissances nécessaires. Mais attention, pour comprendre le monde, c'est-à-dire pour pouvoir m'expliquer le fonctionnement de ce monde, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai justement besoin de la science. Mais par la suite aussi, j'ai besoin aussi de me comprendre moi-même, et c'est pour cela que nous parlons de la psychologie. Si je vous dis par exemple, je veux adopter une approche sociologique, une approche anthropologique, une approche psychologique, une approche didactique, une approche linguistique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que lorsque je m'intéresse à l'approche anthropologique,
L'intérêt de l'anthropologie, c'est quoi? C'est d'approcher l'étude de l'être humain. C'est l'être humain en tant que tel, en tant qu'espèce. Lorsque je parle, par exemple, d'une approche sociologique, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est l'individu, non pas pour lui-même, mais par rapport à ses interactions au sein d'un groupe social. Lorsque, par exemple, je parle d'une approche psychologique, là, c'est l'individu en personne qui va m'intéresser, c'est sa personnalité. Bien, vous savez que généralement, lorsque vous êtes à l'université, en fait, vous devez avoir trois manières de réfléchir. La première manière, c'est ce qu'on appelle une démarche épistémologique. Vous savez que l'épistémologie, c'est la genèse d'une science, comment tel ou tel phénomène il naît pour la première fois. Ensuite, vous avez aussi besoin de ce qu'on appelle une démarche théorique. Jusqu'à partir d'un constat, vous allez sortir avec des résultats que vous allez théoriser. Et enfin, vous avez besoin d'une démarche méthodologique. Qu'est-ce que la démarche méthodologique? En fait, ça se résume à une seule question. Comment faire? À chaque fois que vous vous posez la question de savoir comment faire, vous êtes tout simplement dans la méthodologie. Bien. Ce que vous constatez aussi, c'est que j'ai repris exactement les mêmes citations, le même contenu, sauf que je l'ai distribué de manière tout à fait différente, partiellement. Et là, je me donne des niveaux de lecture. Ces niveaux de lecture, en fait, ils vont me permettre de mieux comprendre la portée et la signification de ma citation. La première manière de présenter, vous voyez, elle est linéaire, tout est imbriqué. Mais avec la seconde, il y a une articulation, il y a une segmentation. Donc vous avez un premier niveau, notre compréhension du monde. Ensuite, vous avez un deuxième niveau et notre compréhension de nous-mêmes. Et vous voyez là aussi, il y a des éléments que j'ai mis en blanc. Le premier élément, c'est encore une fois l'adjectif possessif. Il ne s'agit pas tout simplement de comprendre le monde. Non, c'est la compréhension que moi j'ai de ce monde. Vous voyez? Parce que lorsque vous avez affaire à un texte, par exemple, que ce soit en sciences du langage ou alors en littérature, le texte dit quelque chose. Et là, il s'agit tout simplement de l'expliquer. Mais également, le texte me dit à moi quelque chose. Et lorsqu'il me parle, c'est tout simplement dans la perspective de l'interprétation. Vous voyez aussi la coordination et, donc dans un premier temps, notre compréhension du monde, ensuite, dans un deuxième temps, notre compréhension de nous-mêmes. Et finalement, que sont-ils? Sont des conséquences, c'est-à-dire des résultats. Des résultats de quoi? De nos façons. Qu'est-ce qu'une façon? C'est une manière, c'est une modalité. Vous voyez? Façon de quoi? De deux choses. Premièrement, dans un premier temps, de créer, et dans un deuxième temps, d'interpréter. La question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi est-ce que nous retrouvons cet ordre-là? Pourquoi d'abord créer et interpréter? Eh bien, parce que l'interprétation n'a de sens que par rapport à ce qui préexiste déjà. Donc, il faut créer la chose pour être capable de l'interpréter. Vous ne pouvez pas l'interpréter, ça n'existe pas encore. Mais attention, interpréter quoi? Pas des textes écrits, non, les textes écrits, puisque nous avons affaire aussi aux textes oraux. Donc là, à partir de cette citation, vous pourriez la développer en fonction des niveaux d'articulation et en faire tout un mémoire, par exemple. Attention, à partir de la citation, c'est aussi bien, encore une fois, un mémoire en sciences du langage qu'un mémoire en sciences des textes littéraires. Donc notre science et notre psychologie. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il ne fallait absolument pas s'enfermer uniquement dans le roman ou l'œuvre romanesque. Rien ne nous empêche d'étudier, de faire une analyse à partir tout simplement d'une caricature. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, vous savez, je vous l'ai toujours dit, professeur Abedi est là pour le confirmer, lorsque vous avez affaire lorsque vous recherchez la signification ou la portée signifiante d'une image, vous devez tenir compte de la langue de travail. Et encore une fois, comme j'ai l'habitude de vous le dire, puisque ma langue de travail c'est le français, cela signifie que ce qui est à gauche, ce sera mon point de départ, et ce qui est à droite, eh bien, ce sera mon point d'arrivée. Et là, finalement, qu'est-ce que vous avez? Où se trouvent ces deux personnages? Où est-ce qu'ils sont? Qui vous dit que c'est une prison? Premièrement, parce que la pièce, elle est fermée. Il n'y a qu'une issue, et surtout l'habillement. Mais attention, cette manière de s'habiller, par exemple, parce qu'on va la retrouver dans n'importe quelle ère culturelle.
Cela signifie, vous savez que c'est une prison, comme l'a dit Dr Messati, en fonction de l'habillement, parce que vous avez des connaissances préalables. Vous voyez, il faut avoir des connaissances antérieures. Donc, et ces connaissances antérieures, vous les avez intériorisées, c'est-à-dire que vous vous les êtes appropriées. Pourquoi? Pour pouvoir les extérioriser, pour pouvoir les exprimer. Donc, effectivement, ici, nous sommes dans une prison où les deux personnages sont dans une prison. Et ce que vous remarquez aussi, c'est que c'est le premier personnage qui s'interroge sur ce que le second il fait. Et le second, vous voyez, il a un sourire tout à fait optimiste, vous voyez. Il est imprégné, il est complètement perdu dans son tableau. Et l'autre, finalement, qu'est-ce qu'il reproduit? Qu'est-ce qu'il voit? L'autre, il reproduit les barreaux de sa prison. Autrement dit, si nous devions qualifier les deux attitudes, l'un a une attitude pessimiste, négative, l'autre a une attitude optimiste. Donc finalement, en vérité, encore une fois par rapport à notre mémoire, sur quoi quelle thématique est-ce que je pourrais développer à partir de cela? C'est tout simplement une thématique qui va tourner par exemple autour de la vision du monde. Et notre vision du monde, elle aussi, elle est directement liée à la représentation que nous en avons. Et à chaque fois que vous vous interrogez, vous vous intéressez aux représentations, cela signifie que finalement, vous avez adopté une approche qualitative. Elle est qualitative parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est là. Et pourtant, si vous essayez de combiner les deux tableaux, c'est-à-dire ce tableau-là avec ce tableau-là, qu'est-ce que vous obtenez? Eh bien, vous obtenez la figure qu'il y a au centre. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que finalement, spatialement, je veux dire par rapport à la distance, le premier personnage, sa vision du monde, elle est réduite, elle est immédiate, elle est limitée, parce qu'il ne voit que ce qu'il a sous le nez. Alors que l'autre, non, elle est beaucoup plus éloignée. Elle est beaucoup plus éloignée. Et puisque finalement elle est beaucoup plus éloignée, qu'est-ce que cela signifie? L'un a une vision à très court terme, l'autre a une vision à long terme. Vous voyez? Donc à partir de cela, ce que nous venons de dire, vous pourriez le développer encore une fois aussi bien en sciences du langage que tout simplement en littérature. Et là que nous dit la légende, la façon dont tu vois le monde, et là c'est intéressant, parce qu'il y a un tutoiement. Et un tutoiement pour quelle raison? Parce que nous détruisons, je veux dire, cette distanciation qui nous sépare avec le vouvoiement. C'est une familiarité. Nous sommes dans votre sphère d'intimité. La façon dont tu vois le monde, c'est comme si deux amis étaient en train de s'interpeller l'un à l'autre. La façon dont tu vois le monde dépend de ta façon de l'observer. Et c'est pour cela que finalement, en méthodologie, nous allons faire la différence entre l'utilisation du verbe regarder et celle d'observer. Voyez, voir, regarder, observer. Vous regardez, mais est-ce que vous voyez forcément? Non. Mais quelle est la différence entre le fait de regarder et celle d'observer? Eh bien, à chaque fois que vous observez, cela signifie qu'il y a un obstacle entre vous et la chose que vous observez. Et cet obstacle, vous devez le dépasser. Pour quelle raison? Parce que finalement, par rapport au cadre dans lequel vous travaillez, en fait, il y a une combinaison de trois éléments. Le premier élément, quel est-il? Ce sont les contraintes. Le deuxième élément, ce sont les difficultés. Le troisième élément, ce sont les obstacles. Maintenant, je vais qualifier chacun de ces éléments. Quelles contraintes? Ce sont les contraintes institutionnelles. Vous êtes à l'université et il s'agit d'un mémoire, pas de Master 1, de Master 2. Donc, vous respectez ce cadre institutionnel et ce sont les contraintes, c'est-à-dire l'ensemble des obligations dont vous devez tenir compte. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des difficultés psychologiques. Psychologiquement, est-ce que vous vous êtes préparé tout simplement justement à rédiger un mémoire? Est-ce que dans votre tête, vous êtes prêt? Et puis finalement, il y a des obstacles techniques, parce qu'il faut entamer la recherche documentaire, il faut qu'il y ait la rédaction, et en fait, on vous demande de compléter, de combiner ces éléments-là. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez un livre ouvert. Mais où se trouve exactement ce livre? Oui, en fait, ce n'est pas tout à fait une porte, c'est beaucoup plus une fenêtre. Vous voyez, c'est une fenêtre. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous lisez,
Est-ce que le livre en lui-même n'est pas une fenêtre ouverte sur le monde? Mais attention, cette fenêtre, elle n'est pas ouverte. Elle est fermée. Lorsque vous regardez, la fenêtre est ouverte. Lorsque vous observez, vous devez dépasser l'obstacle parce qu'elle est fermée. Mais attention, le livre, il n'est pas fermé. Le livre, il est dynamique parce que vous êtes en train de le feuilleter. Et finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? La véritable ignorance n'est pas l'absence de connaissance, mais le fait de refuser de l'acquérir. Et là, ce qui est intéressant pour les étudiants de sciences du langage, c'est que cette phrase n'est pas simplement une phrase, c'est un énoncé. Pourquoi c'est un énoncé? Je le sais parce que c'est mis entre guillemets. Puisque c'est entre guillemets, quelqu'un a dit quelque chose à quelqu'un d'autre, dans un contexte particulier. Bien, je suis en train de vous donner un certain nombre d'images. Vous allez dire, mais où est-ce que vous les avez recueillies? Eh bien, d'une manière tout à fait simple. C'est ce que je reçois sur Facebook. Vous voyez, et à chaque fois que je reçois de telles images, de telles caricatures, de tels textes, eh bien, je m'interroge dessus. Je ne me contente pas simplement de le lire, eh bien, j'en fais un prétexte avant d'écrire mon texte final. Et ensuite, vous avez ceci. Ceux qui sont en mesure de voir au-delà des ombres et des mensonges de leur culture ne seront jamais compris et encore moins crus par les masses. Et là, c'est intéressant. C'est-à-dire que, quelle est l'époque? À quelle époque ça a été écrit? L'Antiquité. Mais qui vous dit que c'est l'Antiquité? Parce que premièrement, c'est Platon. Et deuxièmement, parce que tous les personnages de l'Antiquité, on le représente par rapport au statut, cette dimension statutaire. Vous voyez? C'est-à-dire que finalement, vous avez été capable de me répondre. Pour quelle raison? Parce que vous avez observé, mis en évidence les éléments paratextuels, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour du texte. Et ici, nous avons deux éléments, la signature, Platon, et en fait, nous avons cette représentation, cette sculpture. Et là, on peut développer la notion de culture. Bien. Et voilà ce qu'avait dit aussi Victor Hugo. Soyez comme l'arbre, changez vos feuilles, mais jamais vos racines. Vous voyez, mais jamais vos racines. Vous pouvez changer vos opinions, mais jamais vos principes. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Vous voyez, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça doit vous rappeler aussi l'allégorie, la métaphore qui nous est donnée dans le verset coranique. Vous voyez la différence qu'il y a entre un bel arbre et puis un mauvais arbre finalement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette citation de Victor Hugo, pourquoi est-ce que je vous ai dit à chaque fois il faut avoir des connaissances préalables, des connaissances encyclopédiques? Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre la race et l'ethnie? Très souvent, on a tendance à confondre la race et l'ethnie, alors qu'en vérité, ce n'est pas la même chose. Lorsque vous parlez de la race, vous êtes dans une dimension biologique. Biologique parce que tout simplement, ce sont les caractéristiques physiques d'une personne ou d'un individu. Lorsque vous parlez de l'ethnie, vous êtes dans une dimension culturelle. C'est par rapport à l'identité. C'est-à-dire que je peux faire partie d'une race, mais appartenir à une certaine ethnie. Et pourtant, dans la vie quotidienne, nous confondons entre les deux. Vous voyez? Bien, ensuite, ce qu'avait dit Émile Zola, et là, c'est une leçon de vie également. Nous sommes comme des livres. Vous voyez, nous sommes comme des livres. Et ce qui est intéressant, par rapport au plan de l'énonciation, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne, il pose, vous voyez, il nous donne sa thèse. Quelle est sa thèse? C'est-à-dire l'opinion qu'il défend. C'est le fait que nous soyons comme des livres. Et là, il n'a pas dit « vous êtes comme des livres », nous sommes, c'est-à-dire que c'est un nous pluriel, il s'implique avec les autres. Mais nous sommes, il y a une comparaison, c'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre la personnalité humaine et puis cette personnalité livresque. Ensuite, il s'explique. C'est une explicitation, et pas explication, c'est une explicitation. La plupart des gens, et attention par rapport à la méthodologie, lorsque vous écrivez par exemple, il vous est interdit d'utiliser cette expression la plupart. Pour quelle raison? Parce qu'elle manque à la fois de précision et d'exactitude. Vous voyez, mieux vaut par exemple donner un pourcentage. C'est plus logique. Donc la plupart des gens ne voient que notre couverture. Nous sommes des livres. Mais la plupart des gens ne voient que notre couverture. La minorité, donc un peu moins, ne lit que l'introduction, donc les incipites.
Et beaucoup de gens croient les critiques. Le problème, c'est que vous les croyez sur parole. Et à l'heure actuelle, il y a un problème de lecture dans la société contemporaine. Les gens ne lisent pas. Il y a beaucoup plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. C'est-à-dire que finalement, lorsque vous avez lu ou lorsque vous critiquez un ouvrage, est-ce à partir des critiques qui existent déjà, ce qu'ont dit certaines personnalités, ou alors est-ce que vous avez eu le courage de lire entièrement l'œuvre par vous-même? Et là, c'est ce que nous sommes en train de dire, Zola. Et Zola, rappelez-vous, c'est déjà le 19e siècle, n'est-ce pas? C'est ni le 20e, ni le 21e. C'est-à-dire que finalement, tout à l'heure, on parlait d'une compétence d'autonomie. Pour être autonome, je fais les choses par moi-même. Je ne me contente pas de ce que les critiques ont dit. Je ne me contente pas de la lecture de l'introduction ou simplement de la couverture et je me forme un certain nombre de préjugés. Bien, peu connaîtront notre contenu. Vous voyez, de la plupart, nous avons acquéri à peu. Vous voyez la logique phrastique, la phraséologie d'Émile Zola. Et là aussi, c'est intéressant. La vie, c'est comme un piano. Vous voyez, la vie, c'est comme un piano. Il y a du blanc, du noir, et il faut jouer des deux pour avoir une belle mélodie. Et là aussi, ça pourrait être un point de départ. C'est-à-dire que finalement, quelle est la vision du monde? Quelle est la vision que nous avons de la vie en fonction des cultures? Vous voyez, dans la plupart des films occidentaux, il y a une formule qui revient très souvent, et elle n'est pas du hasard. Lorsque vous avez deux grands acteurs, et puis à la fin, ils se disent « Allez, je te verrai en enfer ». Oui, c'est-à-dire qu'ils ont complètement écarté cette idée de paradis, ils ont gardé uniquement l'enfer. Et pour quelle raison? Parce qu'ils savent que par rapport à leurs actions, ce sont des actions négatives. Mais c'est une mentalité également. La question que j'aimerais vous poser est la suivante. Pourquoi, à votre avis, l'auteur de cette citation a commencé par dire « il y a du blanc », ensuite il est passé au noir? Pas simplement optimiste, parce que dans la réalité des choses, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons la vie qui s'offre à nous, nous voyons que du blanc, et puis à un certain moment, il nous arrive du malheur. Et il nous dit finalement, attention, la vie ce n'est ni du blanc, ni du noir, c'est une combinaison des deux. Il faut savoir tout simplement en tirer une belle mélodie. Et ce qui est intéressant, c'est ce rapprochement qu'il a fait entre la vie et l'instrument de musique qui est le piano, puisqu'on retrouve les deux touches, le blanc et le noir. Bien, il est nécessaire d'élever les gens au niveau de la culture et de ne pas baisser la culture au niveau des gens. Et là aussi, vous savez que s'il y a un terme qui n'a jamais fait l'unanimité, c'est celui de culture. On ne sait pas ce qu'est la culture. Nous avons la définition française, nous avons la définition anglaise, nous avons la définition allemande, certaines définitions telles que l'anglaise qui confondent entre culture et civilisation, d'autres qui font la différence. Mais ici, il y a une leçon qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'il y a deux verbes qui sont intéressants, c'est le verbe élever, c'est-à-dire amener à une certaine hauteur, éduquer, au lieu de baisser. C'est-à-dire que finalement, c'est à vous de fournir l'effort nécessaire. Pour quelle raison faudra-t-il que ce soit la culture qui vienne à vous? Non, c'est vous qui allez vers la culture. Et là, c'est un thème qu'on pourrait traiter dans la perspective de la didactique des langues culture. On se doit d'enseigner aux enfants comment penser et non pas quoi penser. Vous voyez? Et malheureusement, c'est ce qui arrive à l'heure actuelle au niveau des écoles à travers toute la planète. C'est-à-dire, au lieu d'apprendre aux gens à réfléchir, non, on leur donne tout simplement ce qui est prêt. Du prêt à porter, du prêt à penser. Vous voyez, ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Et s'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes, cela signifie tout simplement qu'ils ne sont pas autonomes. Donc ici, à partir de cette image, on pourrait se poser la question de l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie dans l'enseignement supérieur, par exemple? Est-ce que vous êtes véritablement autonome ou pas? Là, pourquoi est-ce que je vous ai donné ces illustrations? C'est, encore une fois, pour vous dire, on peut échapper au roman. Il n'y a pas qu'à partir du roman qu'on peut faire un très bon mémoire de master. Et voilà ce que disait Jean Piaget. L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, ce n'est pas le savoir, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et là, vous revenez tout simplement à la définition étymologique de l'intelligence, qui vient du verbe latin intelligere. Et que veut dire être intelligent? Être intelligent, c'est être capable d'établir un rapport, une relation entre deux éléments qui, en apparence, n'ont aucun lien entre eux.
Voyez, si vous êtes capable d'établir ce lien, eh bien, vous êtes intelligent. C'est-à-dire que si vous êtes capable, à partir de cette définition de l'intelligence, de données par Piaget, de me tirer tout un mémoire, ou la thématique d'un mémoire, ça y est, vous êtes intelligent. Voyez? Bien. Maintenant, en ce qui concerne le pré-projet de mémoire de Master 2, ce que vous avez constaté aussi, ce que vous pouvez voir, c'est que là aussi j'ai utilisé deux graphies tout à fait différentes. J'ai utilisé l'écriture manuscrite pré-projet. Certains parlent d'avant-projet. Et mémoire de Master 2, c'est tout simplement en capital. Quelle est la différence entre les deux? C'est une façon de vous dire, écoutez, tout ce qui relève du Master 2, nous sommes dans la contrainte institutionnelle. Vous devez respecter les règles. Mais le pré-projet, pourquoi est-ce que j'ai utilisé l'écriture manuscrite? L'écriture manuscrite en publicité, c'est la liberté. Et pourquoi c'est la liberté? Parce que c'est votre pré-projet. C'est vous qui l'avez choisi. Mais attention, de la subjectivité, progressivement, vous devez l'objectiver. Pré-projet, caractère manuscrit, c'est la subjectivité. Les caractères en capital, donc mémoire de Master 2, là, je vais tout simplement vers l'objectivation. Et dans un premier temps, bien entendu, et là, ça va correspondre à votre fiche. Dans un premier temps, nous avons le thème. Par la suite, nous devons passer tout simplement au sujet. Et rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que le thème. Le thème, rappelez-vous, nous l'avons dit, c'est votre grande parabole. Voyez? Et le sujet, c'est l'orientation que vous allez donner à votre thème. C'est-à-dire le bouquet tout simplement, vers lequel vous allez vous orienter. D'accord? Nous avons le thème. Progressivement, ce thème, je vais le préciser davantage, il va se transformer en sujet. Mais ce sujet, je dois aussi être capable de le justifier. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Et là, vous le constatez, j'ai la motivation. Au sens étymologique du terme, que veut dire être motivé? La motivation, étymologiquement, littéralement, cela signifie vous poussez quelqu'un. Et lorsque vous le poussez, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un mouvement, il va de l'avant. C'est ça la motivation. C'est inciter quelqu'un à faire quelque chose. Mais encore une fois, là aussi, vous le constatez, c'est toujours en caractère manuscrit. Pourquoi? Parce que le thème est le vôtre, le sujet est le vôtre, la motivation, elle est la vôtre. Et vous le constatez, si le premier segment du terme problématique, je l'écris en manuscrit, je reviens au caractère. Pourquoi? Parce qu'attention, cette subjectivité, vous devez la canaliser pour respecter les contraintes institutionnelles qui sont celles de la rédaction du mémoire de Master 2. Et bien entendu, pour que la problématique puisse être travaillée, vous devez vous donner un cadre théorique. Qu'est-ce qu'un cadre théorique? Un cadre théorique, c'est d'abord des concepts. À partir de quel concept est-ce que je vais travailler? Vous avez besoin de concepts, pour quelle raison? Parce que tout simplement, rappelez-vous, en l'absence de concepts, tout discours n'est que du bavardage. J'ai besoin de concepts, ce sont les concepts qui vont me donner la rigueur scientifique à mon travail. Mais attention, je n'ai pas dit notions. Les notions, elles sont beaucoup plus générales. Les concepts, parce qu'ils renvoient à une conception, sont beaucoup plus précis. Mais, les concepts, c'est forcément quelqu'un qui les a pensés. Donc forcément, dans mon cadre théorique, je présente à la fois mes concepts, mais les auteurs de ces mêmes concepts. Et les auteurs de ces mêmes concepts, lorsqu'ils ont bien fait leur travail, lorsqu'ils l'ont fait correctement, ils sont sortis avec des théories. Donc dans le cadre théorique, qu'est-ce que vous avez? Au départ, j'ai des concepts, j'ai des auteurs, et j'ai enfin des théories. C'est tout cela. Et bien entendu, vous avez votre objectif. Et le voyez, le terme objectif, il est en capital. Parce qu'en vérité, le thème, le sujet, la motivation, la problématique, le cadre théorique n'ont de sens que par rapport à l'objectif que vous êtes donné. Et vous le constatez jusqu'à maintenant, tous les termes que j'ai utilisés sont au singulier. Pour quelle raison au singulier? Parce que vous ne rédigez qu'un mémoire. Et un mémoire ne peut avoir qu'un thème, ne peut avoir qu'un sujet, qu'un ensemble de motivations, qu'une problématique et qu'un cadre théorique. Ensuite, cet objectif, pour que je puisse le concrétiser, j'ai besoin aussi de la méthodologie. La méthodologie, c'est tout simplement la démarche ou l'approche que je vais adopter. Mais attention, la méthodologie elle-même, elle ne suffit pas. Et là, je dois aussi me donner une question de recherche. Mais attention, quand est-ce qu'il y a question de recherche?
Il y a question de recherche lorsque la problématique ne se présente pas sous forme interrogative. Lorsqu'elle est déjà sous forme interrogative, cela signifie que la problématique, elle contient déjà la question de recherche. Donc forcément, j'en ai pas besoin. Mais bien entendu, les questions de recherche, il ne faut jamais tenter d'y répondre directement, vous ne pouvez pas. Et c'est pour cela que vous avez besoin de la décliner, c'est-à-dire en fait de la reformuler en sous-question. Et chaque sous-question pourrait correspondre tout simplement, par exemple, à un chapitre de votre travail, à une ou deux sections de votre travail. Et bien entendu, par la suite, au niveau de votre pré-projet, vous devez annoncer votre plan, mais attention, c'est un plan provisoire. Il ne faudrait pas qu'il soit trop détaillé, parce que s'il est trop détaillé, cela signifie qu'il est rigide. Et vous ne pouvez pas réussir. À un certain moment, il va casser. Donc, c'est juste un prétexte pour démarrer. Et bien entendu, vous devez vous donner un certain nombre de références bibliographiques. Donc, finalement, ce sont les grands éléments que vous allez retrouver au niveau de votre pré-projet. Il y a des éléments qui sont en lien direct avec votre subjectivité et que vous allez objectiver au fur et à mesure. Donc, tout cela, vous devez le retrouver dans votre... Je vais terminer, on va poser les questions. Et là, qu'est-ce que je vous présente? Je vous présente ce qu'avait dit à un certain moment Marcel Pagnol. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, donc, les raseurs parlent d'eux, les bavards parlent des autres, et les gens intelligents vous parlent de vous. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, nous avons trois attitudes. Il y a les raseurs, c'est-à-dire ceux qui vous ennuient, tellement ils parlent trop. Il y a les bavards, qui parlent pour ne rien dire, et puis il y a les gens intelligents. Oui, c'est-à-dire que finalement, vous avez trois personnalités tout à fait différentes. Mais ici, c'est Marcel Pagnol. Et Marcel Pagnol, ce n'est pas n'importe qui. Marcel Pagnol est à la fois écrivain, dramaturge et cinéaste. Oui, c'est-à-dire que c'est l'expérience. Il parle par expérience. Et là, quel est le thème? Ensuite, le sujet. Et enfin, la motivation. Le thème, ça pourrait être l'écriture autobiographique. J'aurais pu dire tout simplement l'autobiographie. Mais je le précise quand même déjà dès le départ, l'écriture autobiographique. Et vous voyez, le thème généralement, c'est juste un syntagme nominal. C'est juste un syntagme. C'est-à-dire que le thème correspond au domaine dans lequel je vais travailler, à la sphère intellectuelle dans laquelle je vais penser. Sauf qu'encore une fois, le thème, je dois le préciser davantage. Et là, à partir du moment où il est précisé, il devient un sujet. Et je vais à ce moment-là retrouver ceci, l'autobiographie. Bien, de l'indécence d'une démarche à l'écriture d'une hypersensibilité. C'est-à-dire que finalement, tout mon programme de travail, il est déjà contenu dans ces mots-clés. Des mots-clés dont je dois aussi les définir comme étant des concepts. Donc mon premier mot, c'est l'autobiographie. Le deuxième, c'est indécence. Le troisième, par rapport à la méthodologie, c'est démarche. Ensuite, écriture. Et enfin, hypersensibilité. Mais là, vous voyez aussi au plan de l'énonciation comment est-ce que mon titre se présente. J'ai un titre principal qui est celui de l'autobiographie. Là, je vous montre la manière de présenter. Ensuite, je reviens, parce que vous allez le mettre sur votre page de garde. Donc, premier niveau, vous mettez l'autobiographie. Au lieu de mettre les deux points, vous allez à un deuxième niveau. Vous réduisez votre taille de police. À ce moment-là, qu'est-ce que vous écrivez? De l'indécence d'une démarche à l'écriture d'une hypersensibilité. Soit encore une fois, là vous le mettez sur un même niveau qui est le deuxième, soit aussi vous allez vers un troisième niveau. Mais ce qui est intéressant, ce sont les mots-clés, plutôt les articulateurs. De à. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire qu'il va y avoir une évolution. Il y a un mouvement. Ce n'est pas statique. Il y a une dynamique qui est là. Je pars de l'indécence. Qu'est-ce que l'indécence? C'est quelque chose qui ne convient pas. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on parle, on n'a pas dit la biographie, on a dit l'autobiographie. Et quelqu'un qui écrit son autobiographie, forcément, il utilise la première personne du singulier, c'est-à-dire le je. Et culturellement, qu'est-ce que nous a appris notre propre culture? À chaque fois que quelqu'un dit « ana », qu'est-ce qu'il rajoute? « a'udhu billah min kalimatan ». C'est-à-dire que ce je, finalement, en fait, il n'est pas tout à fait à sa place. C'est pour cela que cette écriture, en fait, elle est considérée comme étant indécente. Elle ne convient pas culturellement. Donc, de l'indécence d'une démarche, mais comment réconcilier, comment concilier pour que je vais passer
à une écriture d'une hypersensibilité. Pas simplement la sensibilité, à une hypersensibilité. Pour quelle raison? Parce que l'écrivain, ça devra être quelqu'un qui est mieux placé que moi. Lorsque nous comprenons le monde, en fait, nous passons par 3 grandes étapes. La première étape, c'est celle du percept. Le percept, c'est-à-dire nous avons une perception. Une perception grâce à quoi? Grâce à nos 5 sens. Je vois, j'entends, je touche, je goûte. Ou alors je les combine. Ensuite, je passe vers l'affect. C'est-à-dire que, parce que j'ai une perception, il y a une charge émotionnelle qui va se dégager, qui va apparaître. Et enfin, je vais vers l'intellect. C'est-à-dire lorsque j'essaie de me comprendre moi-même. Donc, percept, affect et intellect. Bien, la motivation. Dans la société contemporaine, c'est-à-dire celle dans laquelle nous vivons, où le matérialisme règne en despote. Et là, c'est qu'intéressant, je ne vous le dirai pas, parce que je veux vous forcer à travailler. Faites la différence entre le despote et le tyran. Le tyran, il remet en question l'autorité royale, le despote, il remet en question le pouvoir souverain. Oui, ce n'est pas la même chose. Donc, dans la société contemporaine où le matérialisme règne en despote, un phénomène. Je n'ai pas dit le phénomène, j'ai dit un. Parce que premièrement, ce n'est pas le seul phénomène qui caractérise la société moderne ou contemporaine, mais parce que je ne sais pas encore quels sont les caractères de ce phénomène. Tout ce que je sais, c'est que je peux le qualifier. Un phénomène d'imposture. Semble, je suis prudent, je ne suis pas catégorique, semble prévaloir, c'est-à-dire qu'en fait, il est mis en valeur par rapport aux autres, semble prévaloir et que l'écriture autobiographique tente paradoxalement de réguler. Voyez, il y a ce phénomène d'imposture qui va se manifester à travers l'écriture autobiographique, sauf qu'elle essaie de le corriger, de le canaliser. Bon, vous allez dire, mais j'ai besoin de comprendre. Eh bien, je vous le définis. Voilà ce que dit l'auteur Vauvenargues en 1746. Et ce qui est intéressant, c'est quelqu'un du 18e. C'est-à-dire que finalement, les gens qui nous ont précédés, ils avaient une vision beaucoup plus claire de la chose. Vous voyez, ils avaient une vision beaucoup plus claire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? L'imposture est le masque de la vérité. C'est-à-dire que lorsque vous voulez cacher la vérité, la masquer, qu'est-ce que vous mettez? Vous prenez le masque de l'imposture. Sauf qu'il n'y a pas qu'une seule sorte d'imposture. La fausseté, c'est une posture naturelle. La dissimulation, c'est une imposture qui est réfléchie. Il y a une préméditation. C'est calculé d'avance. La fourberie, et là ça devrait vous rappeler les fourberies de Scapin, les fourberies de Shah, le Masri, l'Iraqi, le Jazairi, le Maghrebi, etc. Donc la fourberie, c'est une imposture, mais attention, qui veut nuire, c'est-à-dire qui veut faire du mal. Et enfin, vous avez la duplicité, c'est une imposture qui a 2 faces, et ce sont les hypocrites monafiques. Ok. Donc c'est pour cela que finalement vous avez déjà cette idée d'imposture, vous avez une première définition parce que vous devez légitimer et Vauvenargues dans cette définition. Ensuite la problématique. Je reviens juste en arrière, rappelez-vous le thème, c'est l'écriture autobiographique. Le sujet sur l'autobiographie de l'indécence d'une démarche à l'écriture d'une hypersensibilité. Et donc la problématique, l'écriture autobiographique est un acte de solidarité. Vous voyez, j'articule lentement pour quelle raison? Pour que vous puissiez articuler et segmenter votre pensée. L'écriture autobiographique. Je ne parle pas de n'importe quelle forme d'écriture, non. C'est une écriture particulière, celle qui est qualifiée comme étant autobiographique, est un acte de solidarité. Et ce que vous constatez, c'est que j'utilise le verbe être. Le verbe être n'est pas simplement un verbe d'état. Linguistiquement, syntaxiquement, c'est ce qu'on appelle le verbe de l'absoluté. C'est-à-dire que vous êtes sûr et certain, il n'y a pas d'incertitude. C'est le présent, atemporel. L'écriture autobiographique est un acte de solidarité. Je veux dire la solidarité, bien entendu. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit c'est la solidarité? Ça veut dire c'est un acte. Et qui réalise l'acte? Un acteur. Et qu'est-ce qu'un acteur?
c'est celui qui est libre de ses mouvements et de ses pensées. C'est pour ça qu'on n'a pas dit simplement solidarité. Donc à chaque fois que vous utilisez un terme, c'est parce que vous avez l'intention d'en faire un usage particulier. Donc l'écriture autobiographique est un acte de solidarité. Mais quelle est sa particularité? Qui contribue. Vous voyez, qui contribue à quoi? À l'évolution morale. C'est-à-dire, moralement, on va évoluer. C'est ce qu'on appelle aussi les mentalités. Mais, qui lui a donné cette autorité? D'où lui vient cette légitimité? Une évolution morale au nom de la dignité humaine. Tous les êtres humains ont cette dignité. Vous voyez? Mais là, c'est au singulier et c'est tout simplement présent de l'indicatif. Et c'est votre problématique. C'est-à-dire que c'est vous qui allez démontrer tout ce que vous venez de déclarer, qu'effectivement c'est un acte de solidarité, qu'effectivement ça contribue à l'évolution morale, et que cette évolution, elle se fait au nom de la dignité humaine. Donc finalement, vous avez trois grandes combinaisons. Bien, là aussi, que nous dit l'auteur, c'est le continuum. Il faut se méfier. Encore aujourd'hui, on est en 1953. À chaque fois, j'insiste parce que la date, elle est fondamentale, vous devez contextualiser. Et vous dire pour quelle raison est-ce qu'il a dit ceci dans ce contexte particulier. Il faut se méfier encore aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens se méfient, et c'est toujours valable. Il faut se méfier encore aujourd'hui de ce qu'il y a dans l'esprit humain. Bien. Dans ce qu'il y a dans l'esprit humain qui l'a poussé à élever des idoles de pierre. Pourquoi est-ce que finalement l'être humain est devenu idolâtre? Et ne confondez pas idolâtre avec monolâtre, avec monothéiste. Quelle est la différence entre un monolâtre et un monothéiste? L'idolâtre, il adore les idoles. Un monothéiste, pour lui, il n'y a qu'un seul créateur. Un monolâtre, c'est quelqu'un qui adore un seul créateur, mais pour lui, il y en a d'autres qui existent. Donc ne confondez pas les deux, entre la monolatrie et le monothéisme. Il faut se méfier encore aujourd'hui ce qu'il y a dans l'esprit humain qui l'a poussé à élever des idoles de pierre au sourire impassible. Pourquoi impassible? C'est-à-dire tranquille, parce que ce sont des statues. Elles sont figées une fois pour toutes et aux genoux gluants de sang. C'est-à-dire toute la violence qui s'en dégage. Bien, une autre citation également, en 1895. Qu'est-ce qu'il disait? L'homme est un être, ou si l'on veut, un animal perfectible, par l'entente avec ses semblables. Et l'auteur, il se rappelle, il revient sur ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il déclare? Nous ne tenons pas à l'expression d'animal, c'est-à-dire que nous ne sommes pas d'accord de dire que l'homme est un animal. C'est ce qu'on dit, mais nous ne sommes pas d'accord. Nous ne tenons pas à l'expression d'animal parce qu'aucune espèce animale vivant en société, que ce soit les vertébrés, les insectes ou les mollusques, aucune ne se perfectionne par le fait de l'existence en communauté. Si nous évoluons, c'est parce que nous vivons en communauté. Si nous sommes perfectibles, c'est parce que ce sont les autres qui nous incitent. Cela est le propre de l'homme. Il est catégorique. Cela est le propre de l'homme. Concis et précis. Il se développe intellectuellement, moralement et même physiquement à mesure que croît son entente avec ses semblables. Il dépérit et se dégrade à mesure que cette entente diminue, lui fait-elle complètement défaut, il redevient une bête. Et non pas un animal, il redevient une bête, pas un animal. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le terme entente vient de quel verbe? Entendre. Mais entendre, c'est percevoir grâce à votre oreille, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous entendez un certain nombre de bruits. Mais entendre, au 17e, au 18e, etc., qu'est-ce que ça voulait dire? J'entends intellectuellement. Cela signifie je comprends. C'est ça l'entendement et l'entente, l'accord. Le cadre théorique, l'approche anthropologique, c'est un choix. Hein. J'aurais pu mettre une approche sociologique, psychologique, tout ce que vous voulez. L'approche anthropologique, une réflexion sur l'écriture autobiographique comme phénomène.
Mais attention, je dois définir ce que signifie phénomène en société. Elle, c'est-à-dire l'approche anthropologique, touche l'ensemble des sciences humaines et sociales au cœur de ce qui fait leur vocation. Quelle est sa vocation? C'est comprendre l'être humain dans son unité et sa diversité, sa genèse individuelle et sociale, ses particularités d'animal symbolique et ses potentiels d'évolution. Là, c'est Martinez en 2005. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je vous ai donné des citations ou des énoncés? Parce que tout simplement, dans votre mémoire de master, vous ne pouvez pas vous contenter de dire simplement ce que vous pensez, ce que vous croyez. Il doit y avoir de la rigueur. Et cette rigueur, vous allez la puiser chez des auteurs qui sont reconnus, par exemple, dans le domaine. Et quel sera l'objectif? Toujours un verbe d'action, rappelez-vous. Toujours un verbe d'action et un verbe à l'infinitif. Sinon, ce n'est pas un objectif. À chaque fois que vous voulez exprimer un objectif, toujours un verbe à l'infinitif et dans la mesure du possible, un verbe d'action. Quel est mon objectif? C'est comprendre l'écriture autobiographique. Oui, mais attention, sous quel aspect? Comme pratique sociale complexe. Pourquoi c'est une pratique sociale complexe? Parce que tout simplement, rappelez-vous, à l'époque, je parle à mes collègues, lorsqu'il y avait le module de littérature et société, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une sociologie de la littérature, il y a une sociologie du littéraire. Parce qu'attention, il y a, dans le phénomène de la littérature, il y a un circuit marchand de livres et d'abord une marchandise qu'on va acheter, qu'on va vendre, mais en même temps, il y a ce circuit intellectuel. C'est pour cela que nous disons que c'est une pratique sociale complexe. Nous avons non seulement besoin des écrivains, mais des maisons d'édition. Nous avons besoin de bibliothèques, nous avons besoin de critiques, nous avons besoin de la presse. Question de recherche. Quelle sera la contribution de l'approche anthropologique de l'autobiographie à l'écriture autobiographique? Et donc là, je dois me documenter. Qu'est-ce que l'approche, plutôt qu'est-ce que l'anthropologie de l'autobiographie et qu'est-ce que l'écriture autobiographique pour que je puisse faire le lien entre elles. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Je dois à chaque fois donner la rigueur. Quelque chose ne va pas dans les sciences humaines quand il est question des idéologies. Qu'est-ce que les idées mènent le monde parce qu'elles façonnent à l'origine les réalités sociales et poussent les sociétés et leur histoire dans un certain sens pour des millénaires. Thèse 2. Une société ne se réduit pas aux idées que ses membres peuvent s'en faire. Il existe hors de la pensée des réalités qui sont distinctes et ont plus de poids qu'elles dans l'histoire, au premier rang desquelles les réalités sociales, les rapports sociaux qui les organisent. Parce que certains, lorsqu'ils se posent la question de l'idéologie, l'idéologie, elle existe au sein de la société. Mais est-ce que l'idéologie, ce sont tout simplement des idées ou est-ce que c'est autre chose? En vérité, il s'agit de combiner entre les deux. Il s'agit de combiner entre les deux thèses. Sous question. Nous l'avons dit, la question de recherche, c'est quelle sera la contribution de l'approche anthropologique de l'autobiographie à l'écriture autobiographique? Sous question, l'écriture autobiographique peut-elle être considérée comme l'expression d'une conscience singulière? Conscience singulière par rapport à quoi? Par rapport à une conscience collective. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi singulière plutôt que collective? Parce que nous l'avons dit, autobiographique, c'est le jeu. Donc l'écriture autobiographique peut-elle être considérée comme l'expression d'une conscience singulière, mais attention, au service de l'évolution des mentalités collectives. Lorsque j'écris, je n'écris pas simplement pour moi, c'est pour la société. Donc d'un côté, j'ai une conscience singulière qui est celle de l'écrivain, et de l'autre, j'ai une conscience collective, celle des mentalités collectives. Parce que n'oubliez pas, dans la société traditionnelle, dans la société orale, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le poète. Le poète était le porte-parole de sa société. Donc son acte, son attitude, elle était tout simplement solidaire. À l'époque moderne, c'est l'individualisme qui prime. Il était solidaire et il est devenu solitaire. La seule différence, le T qui est transformé en T. Oui, de solidaire à solitaire. Et puis voilà. Ouais.